absolue. De l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sera la vérité absolue. De l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack.
juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Moi c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour le Juste Bistrot, 8 novembre 2023, les copains, et 236e Juste Bistrot de ce nom. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous êtes en forme. On se retrouve, vous le savez, c'est le moment pour finir la journée en beauté. On est tous ensemble, le Juste Bistrot, on se farcit l'actu, on se fait des blagues, on ricane, on se prend le bec, c'est le but du jeu, c'est la radio libre. Tremble RTL, on a envie de dire. Voilà, j'espère que vous avez la forme. Ça fera 1 sur 2, parce que moi je suis rincé, je vais pas vous mentir. Ah ouais, je suis fatigué. Ah, je sais pas pourquoi, mais fatigué. Ah, il y en a marre. Ouais, il y en a marre. Ce soir, je rentre, je mange des spaghettis bolognaises. Ouais. Vous vous en battez les reins. Non, mais je sais que vous vous en moquez dans des dimensions assez industrielles. Mais voilà, je mange ça et tranquille. Tranquille, à l'aise, pas de probs, on va être bien. Il y a peut-être du Friends qui peut se mettre. Là, c'est ma milieu en ce moment, elle me met sur Friends. Je mets pas trop au départ, je regardais épisodiquement, tu sais, quand ça passait sur je sais plus quelle chaîne, là, je sais plus quoi. Et là, on regarde dans l'ordre et tout, et ça me plaît bien, ouais. Donc je regarde Friends en ce moment. Et c'est le sens du timing qui a encore frappé. Parce que je me mets à être passionné par le bordel, bim, Chandler, il est mort. Il n'y a plus de Chandler, là. Hein, on peut faire des crêpes, mais il n'y a plus de Chandler. Et ouais, là, foutu. Matthew Perry, foutu, sombre histoire, apparemment, la drogue, l'alcool. Tu vois, je commence à m'y intéresser, hop, c'est fini, fin de carrière. Je vais peut-être m'intéresser à Maître Gims. Je rigole.
Non, parce qu'après, voilà. Alors, il y a des menus intéressants. Me dites pas trop ça parce que j'ai faim déjà, donc on va pas se mentir, mais la flemme quand même qui nous dit aujourd'hui c'est choucroute alsacienne. Ça, c'est bon, ça. Avec claque, avec le lard. On aime le lard. C'est très bon, ça. J'aime bien, moi. J'aime bien le lard. On a quoi d'autre comme menu, les amis, là? Il y a quoi d'autre comme menu? Qu'est-ce que ça mange ce soir? C'est quand même le sujet le plus important. Parce qu'aujourd'hui, on a des trucs pas fun, hein. Alors, on va regarder des séquences médiatiques, hein, sur le conflit israélo-palestinien. Nos médias encore en roue libre, plus que jamais. Et on va finir l'interview de Dominique de Villepin. Tout ça qui nous amènera gentiment à 18 h. Et la farce tranquille. C'est dans la boîte, les copains. 124e épisode. Je pense que ça va vous plaire. Déjà, regarde la miniature. Parce que comme Edouard est en vacances, c'est lui le chef du graphisme. J'ai dû faire moi-même. Je crois que ça se voit. Ouais. Regarde, c'est moi qui ai fait ça. C'est pas fou, hein. C'est pas fou, mais bon. C'est comme ça, hein. Rimkus, raclette ce soir. Ah putain. Ça c'est bon aussi. Bœuf bourguignon pour TD 85 260. Ça c'est bon. À choisir raclette. Le problème c'est que je suis gros. Et la raclette est l'ennemi du gros, si vous voulez. Ça et le pâté. Et moi j'aime la raclette, hein. Ça, c'est bon, ça. Après, c'est salé, hein, ça. Putain, la nuit, t'as intérêt à préparer une bonbonne d'eau. Parce que c'est vrai que c'est salé. Pareil qu'il y a une technique en Suisse, ils font ça avec la fondue. Je vous raconte, hein, on est sur des sujets sérieux. Ils boivent d'une tisane pendant le repas. Ouais, ils boivent une tisane et apparemment, ça passe. Je sais pas. Je sais pas trop ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est bon. C'est bon, la raclette. Raclette au poivre, avec du poivre. Moi, j'aime bien ça, moi. Raclette fumée, c'est bon aussi. C'est non, c'est chouette, hein. C'est chouette. Matt le Z, haricots verts. Donc toi, le fun, c'est ton truc, hein. Ce soir, on part sur un gros kiff, hein. On part sur un gros kiff. Non, mais c'est bien, t'as raison. Faut savoir se faire plaisir, hein. C'est important. C'est important. On a quoi d'autre? Il y a des pâtes aussi. Ouais, il y a de tout. Il y a de tout, hein. Il y a de tout. Voilà. Les amis, on est ensemble. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. On est détendu. C'est mercredi. C'est mercredi tranquille, ouais. Mercredi tranquille, mercredi détente. Est-ce qu'on a envie de se prendre le bec aujourd'hui? Non, on n'a pas envie. Alors, il y a 974 Dallon, ça m'intéresse, qui dit massalé au porc. Qu'est-ce que c'est le massalé au porc? On va chercher ça parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ah d'accord, ça doit être... Ouh, ça doit être bon, ça. Marmiton, on va regarder Marmiton. Oui, l'émission est détendue, hein. Ceux qui partaient sur de l'émission et tout, il y en aura, hein, il y aura des actualités, mais... Ah, c'est bon, ça, c'est du poulet, ça. Ah, gingembre, thym, oignon émincé, des chines de porc, 1,5 cuillère à soupe de massalé. Mais c'est quoi en fait, massalé? C'est une épice, c'est une pâte de curry, c'est quoi? Ça m'intéresse énormément cette histoire. Merci à Suriman qui vient de se prime 8e mois et Toine76 ce 20e mois. Ça, c'est magnifique, extraordinaire. Merci beaucoup, les copains. Est-ce qu'on peut m'expliquer ce que c'est massalé? Je ne commencerai pas l'émission sinon. C'est une épice, on me dit. D'accord. Ok, je ne connaissais pas du tout cette affaire. Et ça se rapproche de quoi? Ça se rapproche du curry? Ça se rapproche du, du- du poulet rôti? Je sais pas. Donc, et c'est réunionnais, d'accord. Nos amis de la Réunion, qu'on embrasse évidemment. Le massalé, masala, on dit masala ou massalé? Parce que déjà, c'est plus pareil. C'est un mélange d'épices indiennes, d'accord. C'est Semal qui nous dit il m'a salé la bite. Ça, tu vois, c'est pas fin, mais c'est rigolo. Ça c'est bien. Ça, c'est, voilà, tu gagnes, hop, le tampon sur la carte de bon élève. Ok, ça se rapproche curry curcuma. Très bien. Ah, Massan 3466 dit massalé en curry, c'est extra, c'est réunionnais. Il n'y a pas les saucisses aussi. Curry saucisse, non, c'est pas ça? Rougaille saucisse, non? Ah, c'est bon. Ils sont fortiches, nos amis réunionnais. La Guadeloupe, la Martinique, ça mange bien là-bas, hein. Ah, ça bricole, hein. On a envie d'y aller, hein. Rougal, voilà, c'est ça. Rougal. Je crois que j'ai déjà goûté ça. Oh, j'ai faim, putain. Oh, quelle idée de faire ça. Mais quelle idée. Ah, on a envie d'aller en Réunion, là. Il n'y a pas des salles à la Réunion, pardon. Il n'y a pas des salles pour le spectacle, là. On organise tout ça, on bricole. Parce que ça me tente bien. Après, le problème, c'est que c'est épicé. Alors, moi, je fais le malin, j'aime bien épicé. Bubule, hein. La bubule, là-bas, c'est les tauliers, hein. Paraît-il, quand on te dit chez nos amis antillais, t'aimes bien épicé, faut dire non, à mon avis. C'est une question de sécurité publique, hein. La Rougal, c'est ça, Rougal. J'ai dit Rougail, c'est Rougal. D'accord.
Massan3466 qui dit je suis réunionnais, si tu veux, je te fais la cuisine pendant tes spectacles. Déconne pas parce que ça peut très fortement m'intéresser. Ça peut être très marrant cette histoire. Ah non, mais attends, c'est bon ça. Je connais pas assez cuisine comme ça, cuisine Antilles, je connais pas. Ça, j'ai faim. Oh, j'ai faim, putain. C'est peu- pff, c'est fou d'avoir faim comme ça, hein. Ah, Blueby3 qui dit je veux te voir dans Hot Ones. Ah ouais, non mais c'est marrant cette émission. C'est pour ceux qui connaissent pas, tu sais, je vous montre un extrait. C'est sympa, c'est avec Kian Kojandi, le mec qui a fait Bref. En vrai, c'est sympa, il est fortiche et il bouffe des piments en fait. Et il a des gens, tu vois, il a eu Jonathan Cohen, Paul Mirabel, Alexandre Astier, Camille Cotin. C'était vraiment chouette avec Alexandre Astier d'ailleurs. Et tu vois, ça ressemble à ça le truc. Je regarde les rediffs à la télé et j'ai les DVD. Je n'ai jamais rencontré un Tu vois, fan regarde, à aussi. la fin, ils ont un truc qui est super fort. Ça a l'air vraiment balèze. Arrêtez de regarder parce que ça me donne faim, ça aussi. Le poulet, c'est bon, le poulet. 4-4 Yoga, merci pour le sub, 14e mois. Et c'est vrai, bon, on parle cuisine aujourd'hui. On s'en bat les couilles, ça va nous détendre. On viendra sur l'actu après. C'est un concept américain. C'est une UFOVNI nous le rappelle. UFOVNI 76, c'est juste. Mais je trouve ça sympatoche. Avec Edouard, on avait essayé. Une fois à la maison, on avait fait apéro et même mieux, tu vois, et puis on avait acheté le KFC, poulet KFC, ça c'est bon. Si j'étais pas gros, j'irais tous les jours. Et on avait acheté des sauces à la con dans un petit magasin asiatique qui a des trucs, tu comprends rien, de toute façon c'est écrit dans une langue qui n'est pas la tienne. Et ça piquait, hein. Ah, ça piquait avec le tabasco aussi, ça j'aime bien tabasco. Tabasco c'est bon, hein. Ils en ont plein, tu sais, t'as le rouge que tu connais, mais t'as le vert au jalapeño, ça c'est très bon. T'as le scorpion, à lui, laisse tomber. J'y ai pas touché la queue au scorpion. Mais d'ailleurs, à qui que ce soit, mais chacun fait son truc. Et, euh, et c'est vrai, poulet KFC, c'est de la merde. Nous dit As de Carreau 977. Je suis d'accord avec toi, mais bon, tu sais, par moment, ça fait du bien, hein, de manger de la merde. Regarde, on parle de politique tous les jours, ça revient au même finalement. On sait que c'est de la merde, mais vous êtes là tous les soirs, hein. Donc, quelque part, laisse-moi mon KFC. J'ai le droit. Il fait faim, hein, quand même, hein. On n'aimerait pas faire une dégustation de KFC en direct. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais si je peux trouver une solution pour manger, ça m'intéresse, hein. Ça m'intéresse, hein. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec je stream demain. Ça, c'est vrai que c'est la réalité. T'as vu les élevages de poulet KFC, tu y touches plus jamais après ça, c'est clair. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Aucune importance. Qui nous dit bonjour Monsieur Milieu, j'aime bien vos analyses culinaires et même tout court sans être d'accord, sans ton doigt. Je sais que tu l'as mis dans la merde, blague pas drôle. Waouh. Oh, c'est parti si vite, j'adore. Énorme ce message, c'est allé à toute vitesse. C'est excellent. Non, mais on a envie de parler cuisine. Aujourd'hui, on parle cuisine. Après, on fera de l'actu. Aujourd'hui, j'ai envie de parler cuisine. Au taco, j'aime pas. Alors ça, par contre, je déteste. Je vais pas vous mentir. Je ne comprends. Enfin, à la limite, t'enlèves les frites, ça peut bricoler. Mais je comprends pas l'idée de foutre des frites dans le bordel. En plus, c'est même pas un tacos. Ils appellent ça French tacos. C'est un truc qui a été inventé avant-hier. Non, ça j'aime pas. Non, 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 moi j'aime la viande. La viande, j'en mange pas beaucoup, mais quand j'en mange, j'essaie de bricoler des trucs bons, tu vois. La dernière fois, je te raconte, hein, avec Mme Millot, on s'est fait beef and Guinness stew. C'est une sorte de bœuf bourguignon et tu remplaces le vin rouge par de la Guinness. Il y en a pas beaucoup, hein. On avait pris du paleron. Alors la viande en Suisse, si tu veux, vaut mieux acheter un élevage. On va pas se mentir, c'est cher. Déjà, de base, la viande un peu de qualité, c'est cher, hein, donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui peuvent pas s'en taper une tranche. En Suisse, alors c'est bon, hein, c'est bien, hein, c'est made in Suisse, il n'y a pas de problème. Mais putain, le bœuf, il avait des cornes en marbre ou c'est quoi le projet? Parce que c'est cher, hein, c'est cher quand même, hein. Et bref, donc tu fais ça, tu fais revenir comme ça ton bœuf, oignon, petite julienne, carottes, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Carottes poireaux. Carottes poireaux en tout petit, en tout petit. Tu saisis tout ça, un petit peu, tu fais un bouillon à côté. Je crois que c'était bouillon de bœuf du coup. Et après tu fous tes légumes, tu fous ta Guinness. Mais tu vois, on avait genre 800 grammes de viande. Ça nous a fait 2-3 repas, hein. Tu mettais, c'était même pas un quart de canette de Guinness. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais à la cuisson, la bière, elle rend un peu le sucre. Donc ça fait un petit goût sucré à la fin qui est plutôt pas mal. Et ça, c'est très bon. Gaëtan Seguin 38 qui dit t'es français ou suisse? Je suis français. Mais je suis allé en Suisse pour valider mon diplôme après l'école de commerce à Toulouse. Au départ, c'était juste pour ça. Je suis tombé amoureux du coin. Puis aujourd'hui, je pense que je suis réfugié politique.
Donc voilà. Et ça, c'est bon. Beef and Guinness. Ou Irish too, il y a plusieurs noms, ça, c'est vrai. C'est très très bon. C'est très très bon. Ça, j'aime bien les plats comme ça, bœuf bourguignon, j'adore ça, moi. La carbonade, j'ai goûté il y a pas longtemps pour d'évidentes raisons familiales dans le secteur, dans le nord, c'est bon, c'est très bon. Non, tu vois, c'est bien, hein. Je suis pas les restaurants gastronomiques. Bon, je te dis ça, je suis allé qu'une seule fois dans ma vie, donc de toute façon, c'est facile de dire j'aime pas quand de toute façon tu sais pas. Mais je suis quand même plus un partisan, tu vois, du bon manger, quoi. Le bon manger, la bonne tablée. Il y a les copains, ça s'envoie des grosses quilles de rouge. C'est sympa, tu vois. C'est la classe, hein, les restaurants gastronomiques, à la tienne, à la mienne. T'as 14 mecs autour de ta table, t'as l'impression d'être une voiture de Formule 1. Et je voulais du vin, du pain, je vous le toast, je vous le beurre, vous voulez que je vous le mette dans le bec. C'est très bien. Et puis, c'est vrai que c'est extraordinaire, les goûts, les choses comme ça et tout. Mais j'ai pas le palais assez aiguisé, tu vois. Puis, c'est pas ce que j'aime. Moi, à table, faut qu'il y ait une blague de cul. Faut qu'il y ait une blague de cul et faut qu'il y ait des miettes sur la nappe. Et c'est vrai que je connaissais pas, moi, restaurant gastronomique. Et je m'assois, machin et tout. Et il y a un type qui déboule avec un truc en fer, une sorte de grande lame de rasoir, tu vois. Une sorte de lame de rasoir esthéticienne pour mammouth, tu vois. Et il se met à raser la table comme ça. Et j'ai dit, rends les miettes, voleur. Et il prenait les miettes. C'est le mietteur en chef, je sais pas comment on dit. Et il prenait les miettes, il ramassait les miettes comme ça. Alors tu sais, je faisais des tests, je prenais du pain et je mettais les petites miettes. J'avais alors le petit poussé, il y a des miettes là, c'est inadmissible, jamais vu ça. Et il m'a enlevé les miettes. Ça, j'ai pas compris le concept. Et tu vois, c'est pas trop l'ambiance que. C'est génial, hein, mais j'aime pas ça, moi. Moi, faut que. Tu vois, j'avais goûté un truc avec mon frérot à l'époque, parce que j'ai une famille, ça, c'est les coulisses. On a un bordel à côté de Lyon, tu vois, à côté de Lyon, mais vraiment bien à côté de Lyon, genre à 40 km, tu vois, mais perdu dans la pampa. Et t'arrives dans un resto, c'est un tout petit peu dans la montagne, mais c'est pas non plus à l'Everest, mais une sorte d'auberge vraiment paumée. C'est la dame qui, t'as l'impression, elle fait la cuisine, elle sert. Faut dire, tu dois avoir 4 tables, hein. Et non, j'abuse un peu, 6-7 tables. Et t'arrives, tu commandes, c'était. Je sais plus ce qu'on avait mangé, c'était bon en plus. C'était bon comme tout. Et en fait, t'as des énormes plats qui sortent de la cuisine. Elle arrive, elle les pose au milieu d'une grande table au milieu du resto. Et tout le monde se démerde. Donc t'as le plat qui circule de table en table. C'est délicieux. Il y avait un gratin dauphinois qui était monstrueux. Et c'est bon. C'est bon. Puis tu sais, en plus, la dame, elle ressemble vraiment aux cuisinières de l'époque, tu sais, la mère Poularde, des choses comme ça, les fameuses cuisinières du côté de Lyon. Tu vois, elle avait des trucs, à mon avis, elle te met une tatane dans la gueule. Derrière, t'as la face de profil, tu vois. T'es vraiment en plan séquence, le truc, tu vois. Oh putain, c'était bon. Moi, j'aime bien. L'andouillette, j'adore ça. L'andouillette, oh. Guéméné, l'andouillette de Guéméné. J'étais heureux une fois, on était en Bretagne, sur une plage avec de la caillasse, à regarder des mômes qui allaient faire du bateau. Je me suis dit, putain, si seulement le petit Grégory avait eu son permis. Et il y avait des sandwichs, on avait acheté du pain, et on mettait de l'andouille de Guéméné comme ça. Enfin, la légende raconte qu'il y avait du pain. Moi, il y avait beaucoup d'andouille, ça c'est sûr par contre. Il y avait essentiellement de l'andouille. J'ai senti à un moment donné une croustillance de pain, mais il y avait surtout de l'andouille. Parce que j'aime ça. L'andouillette au barbecue, les merguez. Les merguez, c'est bon ça, les merguez. Ouais, ouais. Donc tu vois, je suis un gourmand, je suis un glouton. Ça, c'est le truc, hein. Franchement, voilà, c'est ça. Il y a Fedine qui dit, hein, c'est bon les restos en mode cuisine familiale sans chichi. Je suis d'accord, je suis clairement d'accord. Alors l'andouillette sans moutarde. Par contre, je suis pas un fada de la sauce qui va avec. Enfin, ça dépend. Une fois, j'avais goûté. C'est au Grand Buffet d'ailleurs, au Grand Buffet de Narbonne. Ils te font une andouillette avec une sauce. Je sais plus à quoi elle est. Aïe, 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 aïe. J'ai chialé. J'ai dit à ma mieux, j'ai dit je te quitte. Elle me dit mais pourquoi? L'andouillette. Elle m'a dit mais t'es con quand même. Enfin, l'andouillette, ça va pas être sympa pour aller au cinéma. Les gens vont se plaindre de l'odeur. Je dis c'est déjà le cas. Et c'est elle qui m'a quitté. Pour de vrai par contre. Et pas pour une andouillette. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Non, mais c'est vrai que voilà, on est ensemble depuis un quart d'heure. Je sais pas si ça vous passionne, mais par moment, il faut aussi parler d'autre chose, hein. Ça, c'est important, hein. Donnez-moi vos bonnes recettes, là. Donnez-moi un petit peu des idées. Merci à Papa89 qui vient de subprime, 10e mois. Merci beaucoup. 974 Papa
Papang, pardon, qui nous dit bah moi je suis sur la digestion du rougail saucisse. Oh la chance, ça doit être bon ça. Camembert au pastis au barbecue pour Gabrinette 21. Alors ça, je suis pas sûr du projet par contre. Camembert au pastis au barbecue, je suis curieux, mais je suis pas un fou. Sur le papier, il y a un mélange, tu sais, cheddar au whisky au wok. Il y a des mots qui me semblent pas trop ensemble, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, hein. Franco-arménien qui dit andouille, andouillette, t'aimes bien quand ça sent la merde, c'est vrai. Ça me rappelle le boulot. Il y a quoi? Ingrid Van Horstman, un bon Mont d'Or au four, ça c'est vrai. Après les. Ouais, si. Non, 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 si, je mange, je mange. Alors, Victor Wayne 44, burger maison au bœuf effiloché. On va partir sur une véritable révélation. J'aime pas les burgers. J'aime pas les hamburgers. Ça me saoule. Ah, t'as le ventre gonflé avec le pain, ça m'emmerde. Non, hamburger, non. Non, ça m'emmerde. Ou à la limite, tu me mets pas le pain, tu vois. Mais ce qui perd tout son intérêt. Ça s'appelle un steak, du coup. Donc voilà. Oh là là, je stream demain qui vous dit j'ai fait 10 kilos de daube, porc et coq au vin la semaine dernière. Oh, ça doit être bon. Ça. La truffade, j'ai jamais goûté, tiens. Qui l'eût cru? Ça, j'ai jamais goûté. Travers de porc au miel et sauce japonaise sucrée pour Bayard 92. Non, mais là, je vais faire un commun. Alors, le Tempester nous dit si t'aimes l'andouillette et que tu vas en Italie un jour, goûte les tripes à la romaine, je m'en suis jamais remis. Alors, ça, tu vois, je vous raconte une histoire parce que, pareil, on est dans les révélations. Une fois, je suis allé à Barcelone. Bon, j'étais en vacances tout seul, j'avais jamais fait ça, c'était sympa comme tout. Et je vais dans un resto, tu sais, j'avais tu sais, dans les guides à la con, le guide du routard, tout ça. Il y a le guide Manuel Valls aussi pour les meilleurs endroits de Barcelone. Et bref, là, en l'occurrence, c'était routard. Ou Cosmoplanet, je sais plus quoi, bon, on s'en fout. Et il y avait un truc qui était recommandé, tu vois, un truc un peu typique, un peu local, un petit machin qui paye pas de mine, avec le menu midi, tu vois, pas trop cher, sympa et tout. Je dis, bah allez, banco, j'y vais. Puis tu sais, t'essaies de la jouer locale, tu vois. C'est d'ailleurs un travers que tout le monde a, tu vois. T'es touriste, mais tu t'essaies de la jouer pas touriste. Mais en fait, c'est marqué sur ta gueule, tu vois. T'as un sac à dos, t'as des New Balance, tu regardes partout dans la rue, t'es un touriste. Arrête de faire semblant. Même si tu baragouines un petit peu en espingouin, t'es un touriste. Les gens le voient, les gens s'écartent sur le trottoir, donc dégage, tu vois. Et là, tu sais, j'essaie de faire ça comme un con, parce qu'en plus, je suis nul en espagnol. Et vous allez comprendre. Et donc, je m'assois à la table, je dis, oui, ouais, yeah, si, muy bien para comer. Et il me donne le menu du jour, tu vois, sur un paplard, tu vois, avec les différents trucs à choisir. J'ai pas pipé un mot. J'ai rien compris de ce qu'il y avait écrit. J'ai rien compris. Mais du coup, je voulais pas passer pour une truffe. Ce qui était déjà bien trop tard, hein. Et je me suis dit, tant pis, je vais prendre au pif, avec l'assurance du mec qui connaît. Tu vois, j'ai dit, muchacho, si, ça et ça. Allez, mais que ça saute. Enfin, et que sauta. Et putain, en entrée, il y avait des tripes, frérot. J'avais jamais mangé des tripes de ma vie. Et c'est vrai que franchement, c'est une appellation qui. Enfin, le mot tripe en lui-même, c'est comme Mère Teresa en string. Elle n'est pas réputée pour ça. Bravo Mère Teresa, bravo pour le restant de lèvres. Mais par contre, non. Tu vois, et tripe, c'est. Non. Et là, bon, bah tant pis, hein. Alors, il y avait de l'huile, c'est-à-dire que c'est pas qu'il y avait de l'huile, c'est que j'ai mieux compris ensuite la hausse des cours. Parce que vraiment, il y avait de l'huile, il y avait beaucoup d'huile. Et c'est pas mal les tripes. Alors, tu sais, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, le cartilage un peu. Je sais même pas si ça se mangeait, j'ai tout mangé. Avec le cartilage, ça se mange ou pas le cartilage des tripes? Parce que quitte à passer pour un con, on va finir l'histoire. Je n'ai aucune idée, tu vois. Et c'était pas bon. Enfin, c'était pas, c'est pas une question de bon ou pas bon. C'était comestible, ça a été mangé. Mais je pense que les tripes font partie de la grande famille des aliments que tu dois cuisiner. Sinon, ça sert à rien, genre les escargots, tu vois. J'adore ça, mais qui mange des escargots à peine cuits sans sauce, tu vois? Non. Ça marche pas comme ça. Donc, je suis pas comme un fada. Je me suis pas régalé. Puis après, en plat, j'avais un truc, des espèces de boulettes de viande de chat d'égout avec des frites. C'était pas mauvais, mais c'est le menu du jour où ça bricole dans un petit resto, tu vois. Et je peux te dire qu'après, je suis allé faire une sieste au parc de la Ciutadella à Barcelone. Ah ben franchement, j'étais huileux. Je transpirais de l'huile. C'est très très rare. Dans la rue, on m'a dit le sieur. J'ai dit monsieur. Non, non, le sieur, la marque d'huile. J'ai dit d'accord. Buenas tardes. Et non, non, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais bon,
Après, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Donc, les amis, on va peut-être parler d'actualité, parce qu'au départ, vous êtes quand même là pour ça. Hein. On reparle, il y a le vendredi détente qui arrive, vous inquiétez pas, on va parler de tout ça. Avec canard au vinaigre balsamique, nous dit Tomic 302. Ah, c'est bon ça. Donc, ouais, Gabrinette 21. Attends, question intéressante avant de passer à autre chose. Le plat qui te gonfle à manger, mais que t'adores, moule frite. Ah, pareil, moule frite, ça me gonfle. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est chiant les moules, mais qui a fait les réglages de mettre des coquilles comme ça? On pouvait pas les pêcher, décortiquer? Parce que t'en peux plus, tu prends là, c'est sympa les casseroles, t'as les doigts qui puent, c'est génial. T'as l'impression d'être gynéco, on se régale. Mais t'en peux plus, puis parfois t'as des coquilles qui sont cassées, alors tu te coupes, puis après tu te laves avec la lingette au citron, t'as envie de crever dans ta marmite de moule. Mais c'est vrai que c'est bon. Il faut le reconnaître. Faut le reconnaître. Non, c'est la grosse révélation que j'ai eue ces dernières années, c'est les huîtres. Je pensais pas que j'aimais. Aujourd'hui, je suis responsable d'une grosse menace sur l'espèce. Ah, vraiment, je suis à l'origine d'un gros problème. Ouais. Gros problème. Donc, clairement, voilà, c'est très important. D'ailleurs, tiens, on va se mettre une séquence un peu rigolote avant d'aller sur des trucs pas trop rigolos. Avec une séquence qui me fera toujours rire. Tant qu'on est sur la nourriture, vous l'avez sûrement vu dans les bêtisiers, dans les best-of, elle passe toujours. Ça me fait toujours crever de rire et celle-là, je l'aime bien. Est donc important pour la santé, on l'a vu tout à l'heure. C'est bon pour la santé. En l'occurrence, c'est pas ça. C'est produit traité. C'est ça. Les gens ils me disaient mais comment vous avez fait dans l'ombrissement pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Ma petite maman, si j'ai mal au bide. Ah, mais ta gueule, on s'en fout de cette chanson, c'est pas vrai ça. Ah, mais non, tu vois, ça me gâche le plaisir. Je veux la vraie séquence, sans cette connerie là de chanson au milieu. Ça aussi, c'est très marrant. Celle-là aussi, c'est marrant. Salut, enchanté. La cuisine. Quel joli nom. Très drôle ça. C'est absolument jamais fait. Bon, Patrick Sirotte, qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce qu'il va faire Patrick Sirotte? Il va faire un dessert, exactement, à base de glace à la noix de coco. Ouais, Alors voilà, alors, glace noix de coco dans le fond de la coupelle. jusque-là, il n'y a pas d'erreur. Il ne faut pas se planter, remarque. On arrêterait là, ça serait déjà bon. C'est vrai, finalement. C'est après qu'il risque de gâcher la noix de coco. Alors, miel. Ouais, bien, voilà, moi je... J'ai un cadreur, il est mort là. Il va mourir derrière sa caméra. Bah là, ils essayent de... Ah, c'est quoi ça? C'est du desktop. Un petit peu de desktop. Ça, c'est des rondelles de couple. Ah, c'est vrai. Bah, il y a Pascal au téléphone. Bonjour Pascal. Ah, c'est la gagnante Pascal Timsit. Et Patrick Timsit, justement, avec Ah, Patrick. j'adore cette séquence, ça me fait vraiment marrer. Il y en avait une autre avec l'huile et Boujna, mais je trouve pas en entier, bon, c'est pas grave. Et ça me fait tellement rigoler. Ah, c'était cocasse. C'était cocasse, mais là, ça va être moins cocasse. Voilà. On va assurer la transition parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de plein de choses, mais ça fait du bien de temps en temps. C'est aussi ça, le Juste Bistrot. Merde! Putain! On a le droit de se détendre! Mais ferme ta gueule! Ouais. Toujours un François Cluzet en conclusion. Voilà, tu passes un bon moment, hop, François Cluzet, et t'es destiné à aller faire de la merde. Donc, là, les amis, on va aller, c'est le moment pas fun. Je vous l'ai dit, la transition n'est pas fastoche. Avant de regarder la suite, hein, bien sûr, de l'intervention de Dominique de Villepin sur France Info, intervention qui a été critiquée d'ailleurs. Je vous ai sélectionné quelques petits extraits qu'on regardera dans la foulée. Mais bien sûr, on continue avec les séquences médiatiques, nos médias en roue libre sur le traitement qui est fait du conflit israélo-palestinien. Plusieurs séquences de personnes diverses et variées avec vraiment... c'est du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une séquence qui sera un contre-exemple pour démontrer que, si je me permets de vous dire, en tout cas d'avoir ce point de vue, que de dire que tout cela est n'importe quoi, je vous ai trouvé une séquence dans un média suisse et vous allez voir que ce qui se passe en France est loin d'être une généralité. Donc on commence avec Bernard Guetta, ancien journaliste de France Inter, devenu député européen à l'REM, tous les chemins mènent à Rome, et qui nous explique la différence entre le bon et le mauvais génocide. Choque autant, tout autant que ces experts de l'ONU. Un génocide, on sait malheureusement trop bien ce que c'est. C'est le génocide des Arméniens,
au début du siècle dernier par la Turquie. C'est évidemment le génocide des Juifs. C'est évidemment le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est évidemment peut-être le Cambodge. Je dis peut-être parce que c'était une guerre... Bon, un peu plus compliqué comme tableau. Mais un massacre... Tout massacre, même abominable, même de 10 000 ou 15 000 ou 20 000 personnes, ce n'est pas un génocide. Le génocide, ce n'est pas une question de nombre de morts. Le génocide, c'est une volonté d'exterminer un peuple dans son entier. Me choque autant, tout autant que ces experts de l'ONU. On a cette justification, on l'avait déjà entendu d'ailleurs dans d'autres domaines où on nous expliquait la différence entre crime de guerre et crime contre l'humanité. Là encore, c'est pareil, on voit des nuances qui sont sidérantes, je veux dire vraiment. Quel que soit le contexte, quels que soient les partis pris que l'on a, on est sur des nuances, si vous voulez, où on oublie des décennies de réflexion, des décennies de travaux intellectuels, des décennies de positions humanitaires. Et en un claquement de doigts, on nous explique que finalement, il y a des nuances dans tout ça. Autre comportement médiatique zinzin, celui d'Elie Chouraki, alors metteur en scène à succès, mais là encore, on est vraiment sur un exemple médiatique de personnalité dont je ne comprends pas la présence pour s'exprimer à ce sujet-là. C'est sidérant, franchement, c'est sidérant. On a Enrico Macias, il y a Elie Chouraki, c'est incompréhensible. Et regardez, cette séquence, c'était sur LCI il y a quelques jours. Oh, la transition était bonne, putain. C'est con, je me fais toujours baiser par la technique, quoi, tu vois. N'est-ce pas? Ça a plu au plateau, là. En yiddish, on dit « Lachen mitreren ». Oui, c'est l'humour juif dans toute sa splendeur. Il y a un quartier yéménite à Tel Aviv, on les voit, et c'est vrai qu'ils ont cette folie-là en eux, et là elle s'exprime très bien. Ouais. Alors, toujours des Yéménites, dont des Juifs yéménites qui se moquent. Voilà, je ne sais pas si on arrive à lire ici. Alors, avec Émilie, on se demandait qui allait faire la traduction exacte. On va vous botter le cul. C'est un peu ça. Alors, on va vous botter le cul. On va vous éclater le cul. On va Voilà, les mecs sont en roue libre, se marrent parce que c'est super sympa, avec un parti pris là encore assez clair. Bon, la séquence dure 4 minutes, il explique pêle-mêle des choses folles, des choses folles. On a cette séquence, je crois qu'on en avait déjà parlé, rappelez-vous. Vous avez un Palestinien qui est face caméra dans une séquence terrible après un bombardement, et Elie Chouraki se fout de sa gueule. Regardez cette séquence. Équipement, rien. Nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas creuser. Ils sont tous morts. Et s'il y avait quelqu'un de vivant, il est mort à l'heure qu'il est. C'était un massacre. Un quartier entier a été détruit. Un quartier entier avec ses habitants anéantis. Avec des gens qui sont venus ici pour s'abriter. Un quartier entier de gens coupés en morceaux. Un quartier où les gens étaient en sécurité. Pas une seule personne armée ou militaire. Toutes les personnes ici étaient des civils. Ils n'ont pas sorti un seul militaire ou un seul individu armé, pas un seul. Notre message au monde est de nous soutenir. Voilà, une nouvelle frappe a touché, en tout cas sur les témoignages il parle bien à la caméra. Une nouvelle frappe a touché. Voilà. Il y a roue libre totale d'Elie Chouraki, on ne sait pas ce qu'il fout là. Roue libre totale. On a eu cette séquence, je vois dans le chat certains qui en parlent. On a quand même eu ce politicien israélien qui évoque l'utilisation de la bombe nucléaire sur Gaza. Je veux dire, on est sur des choses folles. Et même sur LCI, ça les a choqués. Je vous mets cette séquence quand ils en ont parlé. C'est dire. Il est faucon. Il y a 2 déclarations de sa part qui provoquent un tollé mondial. La première, celle qu'on va voir, Donc, on parle du ministre du patrimoine d'Israël, Amichai Eliaou. Peut-être de lancer une bombe nucléaire. En tout cas, il envisageait. Il disait larguer une sorte de bombe nucléaire sur toute la bande de Gaza, la raser et tuer tout le monde serait la solution pour l'interrogation. Réponse d'Amichai Eliaou, c'est une option. On parle là évidemment d'un extrémiste, mais il est ministre. Alors il est suspendu, la formule est un peu ambiguë, il est pour l'instant suspendu des réunions du gouvernement. Il n'a pas tout à fait sauté, ce qui dit quelque chose, n'est-ce pas, Michel Goya, du dosage politique au sein du cabinet. Oui, non mais bien sûr. Alors après, c'est une déclaration qui est pour moi complètement folle. Il a dit qu'ils s'exprimaient de manière métaphorique. La menace nucléaire métaphorique. Oui, c'est ça. Ouais. On a un officiel israélien qui prône la solution finale. C'est un sacré retournement quand même.
Attention à la dureté des mots, évidemment, parce que le mot solution finale rapporte à la Shoah. On est là dans une... Mais là, s'il parle d'extermination, je suis désolé. Si ses propres mots sont un équivalent à l'extermination, on est revenu à ça. On est dans un retournement de l'histoire complet. On est là, il faut le dire, n'est-ce pas ? Israël est en train de se perdre elle-même. C'est ça le fond du problème avec cette guerre. C'est qu'Israël se perd elle-même. Ses valeurs et ce pourquoi elle est respectée. Ce que vous dites est tellement dur, n'est-ce pas ? Il faut souligner le fait qu'en 2023, un général français dise ce que vous venez de dire, c'est reçu par beaucoup de gens comme un degré de dureté inédit. Je suis désolé, la situation est très dure. C'est pas moi qui l'ai rendue dure. En plus, ça, je parle pas au nom de mes camarades généraux, mais oui, Israël depuis 15 ans s'est mis dans un cul-de-sac. Et c'est trouvé pris au piège du Hamas. Ce qui me fait de la peine avec tout ça, c'est qu'ils sont tombés dans le piège du Hamas et que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce que voulait le Hamas. Vous partagez ça, Michel Goya ? Voilà, donc vous avez un militaire, si vous voulez, un militaire en lien avec l'OTAN qui vous dit ça. Donc on est, de toute façon, on va pas redire tout ce qu'on a dit dans les précédentes émissions. On est, si vous voulez, dans l'occupation permanente du terrain médiatique avec des mots qui sont complètement aujourd'hui décorrélés de la réalité. Je veux dire, comment un responsable politique, quel que soit le camp, quel que soit le parti, qu'on soit bien d'accord, comment un responsable politique peut évoquer l'utilisation de la bombe nucléaire et parler d'une métaphore? Mais une métaphore de quoi? C'est complètement dingue. Et donc vous avez sur les plateaux des gens qui, par parti pris, par idéologie, par obligation de buzz, chacun y trouvera la justification qu'il veut, mais vous avez des journalistes qui arrivent, qui font du commentaire sur du commentaire, et en permanence, mais ne se rendent plus compte, si vous voulez, de l'importance de tout ça. C'est-à-dire que ce sont comme des gosses qui partent à vélo extrêmement vite et qui ne se rendent pas compte de la distance qu'ils ont parcourue. L'exemple peut-être qui serait plus clair, c'est celui de quand vous partez nager à la mer, tu vois. Bon, alors moi je connais pas trop, j'étais maître nageur du petit Grégory, donc franchement je suis pas ouf, mais vous partez nager, vous êtes plein gaz et tout machin, et vous vous retournez et la plage elle est beaucoup plus loin que prévu, et là on est là-dessus. Le rapport au réel ne fait mais que se distance, prendre de la distance, c'est sidérant, c'est vraiment sidérant, et les mecs débattent sur peut-on parler de l'usage de la bombe nucléaire? Mais c'est complètement fou. C'est complètement fou. Et déjà, au moment de Russie-Ukraine, on avait perdu beaucoup de repères. Et là, ça continue. Et je suis désolé, mais la justification d'un soutien politique et ou religieux et ou idéologique et la volonté de combattre une menace islamiste ou de combattre une religion, de combattre tout ce que vous voulez, ces volontés-là ne justifient pas qu'aujourd'hui l'on perde tous ces repères. Que l'on perde tous ces repères, pardon. C'est pas possible. C'est juste pas possible. On a vu à quoi ça a mené pour Russie-Ukraine. Au bout du compte, il reste quoi? Pendant des mois, on a expliqué la contre-offensive ukrainienne où l'Occident envoyait des armes pour que des jeunes soldats ukrainiens allaient se faire massacrer. Et aujourd'hui, les mêmes personnes qui vous disaient la contre-offensive va réussir déboulent sur les plateaux et vous disent oups, la tuile, bon, ça n'a pas du tout réussi. Les mecs ont avancé de 12 km. Enfin, j'aimerais que ce soit une blague, mais on était de cet ordre-là. C'est sidérant, c'est vraiment sidérant. Et pendant ce temps, on est à 10 000 morts. On est à plus de 10 000 morts, des milliers d'enfants, des milliers de civils, des milliers d'innocents. Donc, et la justification, je veux bien la lutte contre le Hamas, bien évidemment, que l'on aille mobiliser en plus des luttes civilisationnelles, pourquoi pas. Mais quand on bombarde des hôpitaux au motif qu'il y aurait sous les hôpitaux des QG, des endroits où se terrerait le Hamas, on a des représentants de l'armée israélienne qui viennent dire ça dans les médias, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun élément. Mais rendez-vous compte, qu'on soit bien d'accord, je juge sur l'aspect du discours, sur l'aspect formel de tout ça. Mais rendez-vous compte si des représentants de l'armée russe venaient dans les médias français dire ça au moment de Russie-Ukraine. On bombarde des villes, mais parce qu'on sait qu'il y a potentiellement des soldats ukrainiens là. Mais ça n'aurait pas été concevable. Et ça ne l'est pas. Donc on voit ce genre de séquence et qui mène à une perte complète de repères. Et vous avez Kevin Bossuet, par exemple, qui, lui, pour sa part, nous a offert sa réflexion sur l'état de droit. L'état de droit, ça va bien 5 minutes parce que parfois, j'ai l'impression que c'est notre tombeau. Voilà, qui va jusqu'à remettre en doute l'état de droit. Donc, vous voyez tous ces repères-là, vous voyez tous ces piliers-là qui s'écroulent comme un jeu de domino. On a eu Céline Pina aussi ces derniers jours,
qui nous a sorti aussi des dingueries de cet acabit. L'humanité, le crime de guerre, c'est pas une question de degré, c'est une question de nature. Autrement dit, une bombe qui explose et qui va détruire et qui va faire des dégâts collatéraux tuera sans doute des enfants. Mais ces enfants ne mourront pas en ayant l'impression qu'en face d'eux, l'humanité a trahi tout ce qu'ils étaient en droit d'attendre. Là, ce qui est horrible, c'est d'imaginer ces enfants qui avaient 8, 9, 10 ans, ces femmes, qui sont partis en emportant comme dernière image une image d'inhumanité, d'atrocité et de mépris de ceux qu'ils sont. C'est là où se niche le crime contre l'humanité, la négation absolue. Et je pense qu'on aurait intérêt à l'expliquer beaucoup plus, parce que sinon, le règne de l'émotion met des signes égaux entre toutes les victimes. La manière dont ils ont été tués, elle est différente, et elle part de notre inhumanité ou de notre humanité. On est encore sur une distinction qui est difficile à croire, hein, difficile à penser, que l'on puisse entendre ce genre de choses dans nos médias français. Et ça continue avec une accumulation terrible. Mais pendant ce temps, on va retrouver un petit peu la banane, les amis. Pendant ce temps, vous allez du côté de la Suisse. Vous traversez le lac Léman et vous avez la RTS, qui est la principale chaîne en Suisse francophone, en Suisse romande. Et voilà ce qui s'est passé avec un monsieur que vous avez déjà vu, un porte-parole de l'armée israélienne qui est très présent dans les médias français. Regardez ce qui s'est passé. Et là encore, on reste sur l'étude du discours. Hein, je le dis, sur l'étude formelle, les copains, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas en train de vous dire... C'est pas un match de foot. Hein, je ne suis pas en train de vous dire faut être pour ça ou pour machin. Qu'on soit bien d'accord. Avant ça, j'allais oublier, pardon. Avant de retrouver la banane, on avait oublié l'avis du géopolitologue bien connu, Michel Boujna, qui s'est également exprimé sur ce sujet. Les Américains, ils ont bombardé Berlin ou Dresde. Personne n'a rien dit. Tout le monde a trouvé ça légitime. On luttait contre les nazis. Donc, je dirais même que même Hiroshima, il n'y a pas eu de levée dans le monde entier pour dire que les Américains, ils ont Donc Michel Boujna qui nous explique que, au fond, le problème vient du fait qu'il y ait des réactions internationales face à ce qui se passe en Palestine. Et que donc, regardez, il y a eu d'autres drames dans l'histoire, il n'y avait pas de réaction internationale. Alors c'est sûr qu'il faut quand même reconnaître que Twitter en 1945, ça faisait pas le buzz encore. Hein. Je veux dire, le smartphone à Nagasaki, c'était pas l'outil le plus développé à ce moment-là, si tu veux. Donc l'écho international, alors je tente un truc, hein, je sais pas si c'est ça, l'écho international est peut-être à mettre en relation avec l'expansion de l'information. C'est-à-dire que en 5 secondes, tout le monde peut être au courant de ce qui s'est passé de l'autre côté de la Terre, tu vois. Donc peut-être que Michel Boujna oublie ce paramètre, mais voilà, c'est voilà, qu'on soit bien d'accord. C'est après je sais pas. Voilà, peut-être que je dis des conneries, hein. Faut me fact-checker, hein, de toute évidence. Et retrouvons la banane justement avec ce qui s'est passé. Cette séquence ensuite, 2 minutes, en Suisse, 2 minutes 45, où vous allez comprendre que ce qui se passe en France doit interroger. À titre personnel, je trouve ça problématique, mais en tout cas, ça doit interroger. C'était sur la RTS, et on est une semaine après le 7 octobre. Olivier Rafovitch. Bonsoir. Colonel et porte-parole de l'armée israélienne. Voilà 7 jours que le Hamas a attaqué Israël, faisant plusieurs milliers de morts des deux côtés, 1300 personnes côté israélien selon l'armée, 1500 côté palestinien selon le Hamas. Et aujourd'hui... Pourquoi parler, excusez-moi madame, dites-moi. Vous présentez un sujet extrêmement important au monde entier. Vous passez en fait, vous comparez ce qui s'est passé du côté d'Israël en le mélangeant avec Gaza comme si c'était pareil. On parle de 2 camps, je fais juste un état des lieux. Je fais un état des lieux, Olivier Rafovitch. Madame, pas du tout. Vous n'expliquez absolument rien à ceux qui ne connaissent pas la situation. Alors moi, je vais vous faire l'état des lieux, si vous me permettez. Que sinon, le reportage sera biaisé, faussé et falsifié. On en a largement parlé dans nos éditions précédentes de ce qui s'est passé en Israël. Qu'est-ce qui s'est passé, madame ? Il y a 7 jours, le Hamas a attaqué Israël. J'aimerais vous questionner aujourd'hui, Olivier Rafovitch. Comment il a attaqué Israël ? Comment il a attaqué Israël, madame ? On a vu les attaques, on a parlé énormément des attaques. Aujourd'hui, j'aimerais, Olivier Rafovitch, s'il vous plaît. Je vous demande comment le Hamas a-t-il attaqué Israël ? Il faut le dire. Dites-le en 2 mots, si vous pouvez. Le Hamas a attaqué Israël en menant le massacre de civils le plus important qui n'ait jamais eu lieu depuis 1945.
Près de 1400 morts. Attendez, madame, 1400 morts. La majorité étant des femmes, des enfants, des jeunes qui ont été massacrés, décapités à la hache, mitraillés dans leur maison, dans leur lit. Un bain de sang inimaginable. Le même jour, le Hamas déclare la guerre à Israël avec la volonté, c'est la charte du Hamas qui gouverne toute la bande de Gaza. Israël de rétorque. détruire, Israël a rétorqué. Attendez, madame, madame, c'est très important les mots. Nous sommes dans une guerre où quelqu'un et un gouvernement de la bande de Gaza fait la guerre et veut détruire l'État d'Israël. Et aujourd'hui, Israël. Aujourd'hui, l'État d'Israël se défend contre le Hamas. Maintenant, vous me parlez de déplacés de la bande de Gaza. Il y a aujourd'hui près de 400 000 Israéliens déplacés du côté israélien. Pourquoi on n'en parle pas en Suisse? On en a parlé. On en a évidemment parlé. Non, on n'en parle pas. Olivier Ravovitch, ce qui se passe aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous pose des questions. J'aimerais que vous répondiez aux questions. Madame, il faut cesser à un moment donné. Si vous ne pouvez pas répondre aux questions, on devra s'arrêter là. Monsieur Ravovitch, je suis désolée, navrée que cette interview se finisse de cette manière. Vous êtes donc colonel et porte-parole de l'armée israélienne. Bonne soirée à vous. Voilà. C'est une autre manière de faire. On est sur la RTS, donc c'est l'équivalent de TF1, hein, si vous voulez. Hein. C'est l'équivalent de TF1 en Suisse. Hein. On n'est pas sur une chaîne un peu plus discrète qui est regardée par 8 personnes. Hein. Voilà, donc on est sur un rapport déjà plus journalistique, avec une journaliste qui pose des questions, qui veut cadrer le débat avec son invité, un invité qui a un parti pris évident, il ne répond pas, il veut imposer des éléments de langage, merci, au revoir. Merci, au revoir. Et ça devrait être le cas dans sur n'importe quel sujet, n'importe quelle thématique. Et donc, voilà, quelque part, ça doit nous rassurer sur le fait que le problème que l'on constate dans nos médias trouve des contre-exemples, trouve des modèles que l'on pourrait suivre dans un pays comme la Suisse, si vous voulez, qui n'est pas la plus grosse des dictatures à l'heure actuelle. Et en termes de médias, si vous voulez, je ne suis pas certain que la RTS soit plus subjective ou plus biaisée que nos médias français. Il faut quand même rappeler, et là encore, c'est un constat, si vous voulez, c'est un constat sur l'économie de nos médias. Vous avez le groupe Altis, donc BFM TV et RMC en premier lieu, qui sont des médias détenus par Patrick Drahi, milliardaire franco-israélien, qui détient également J24 News, la chaîne de Téloche, et qui détient des médias en Israël. Donc, on peut légitimement imaginer, et c'est pas grave, si vous voulez, j'ai aucun problème avec ça, vous connaissez ma position là-dessus, des milliardaires, enfin des oligarques qui détiennent des médias, ils font transparaître leur ligne idéologique. Ils n'achètent pas ça pour la rentabilité. Donc, il faut l'accepter. Bien sûr que ça rend grognon, mais il faut l'accepter. Donc, en France, vous avez des chaînes détenues par un franco-israélien dont les positions politiques sont claires et connues. Mais imaginez seulement si, là encore, c'est le comparatif, parce que malheureusement, notre monde est terrible et on peut faire des comparaisons de guerre d'un mois à l'autre. Si un milliardaire russe, si un oligarque russe détenait un média français avec une chaîne d'ampleur comme BFM TV, mais que n'aurait-on pas entendu? Déjà avec Bolloré, c'est terrible. Et là, il n'y a aucune remise en question. Juste une remise en question. Je ne vous dis pas qu'il faut fermer la chaîne ou quoi. Je vous l'ai dit, je n'ai aucun problème avec ça. Mais juste qu'on soit au clair. Qu'on soit absolument au clair. Est-ce qu'aujourd'hui, un journaliste de BFM TV peut adopter une ligne différente de la ligne pro-Israël que l'on peut imaginer sur BFM TV? C'est une question de liberté éditoriale. Je vous l'ai dit, j'ai pas de problème avec ça. Mais j'aimerais quand même qu'on puisse répondre à cette question. Parce que de fait, on comprend peut-être le fait qu'on ait, par exemple, le porte-parole de l'armée israélienne invité dans les médias, et on n'est pas de porte-parole de la cause palestinienne. On n'est pas de porte-parole. Par exemple, vous voyez, les porte-paroles des ONG, on les entend pas beaucoup. On a quelques interviews dans les médias, notamment dans Libération hier, on avait une porte-parole de Médecins sans frontières, si je dis pas de bêtises. Mais je trouve qu'il y a un vrai problème, quoi. Il y a un vrai problème sur ça, sur le rapport qu'on a aux événements. Mais quoi qu'il en soit, les amis, on va continuer la deuxième partie de l'interview qu'on avait commencé hier. Celle de Dominique de Villepin, je voulais absolument la finir avec vous, je vous l'avais promis. On continue, donc c'était Dominique de Villepin hier sur France Info, magistral sur les questions liées bien sûr au contexte. Merci à Chiki2494 pour le subprime, 16e mois.
à d'autres cibles. Et nous rentrons alors dans la logique de guerre des civilisations. Quand M. Benjamin Netanyahou dit qu'il y a d'un côté le peuple de la lumière et de l'autre le peuple des ténèbres, on voit bien dans quel engrenage nous nous situons. Je vous coupe, Dominique de Villepin, parce qu'on a encore beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes avec nous jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info, 8h43. Maureen Suignard. La vigilance rouge est en cours dans le Pas-de-Calais. Attends, ça c'est sympa, mais on va le dégager. Il n'y a donc pas d'école dans 36 communes. Alors remettez-nous Dominique. Au Proche-Orient, la France, par exemple, membre permanent de l'ONU, n'a pas présenté de résolution pour un cessez-le-feu. Elle se prononce pour une trêve humanitaire seulement. C'est le cas aussi de tous les autres pays occidentaux. Comment vous expliquez cette réserve ? À ce stade de la guerre qui se déroule, l'essentiel, effectivement, c'est la prise en compte de l'humanitaire. Donc, une fois de plus, cessez-le-feu, trêve humanitaire, pause humanitaire. L'important, c'est de pouvoir répondre à la souffrance des populations civiles. Et je le dis également, l'important, c'est de pouvoir faire comprendre à Israël qu'une guerre contre un territoire, contre des populations civiles, même si l'objectif affiché est celui des terroristes du Hamas. Ce n'est pas possible au XXIe siècle. Il faut comprendre qu'Israël, ce message, on l'entend pas aussi fort. Israël est en train de mener une guerre d'hier. C'est la guerre d'avant. Cette guerre, elle est dépassée. Cette guerre, elle est perdue d'avance. Pourquoi ? Toutes les guerres qui se déroulent depuis une vingtaine d'années sont des guerres qui commencent et qui ne se terminent pas. Ce sont des conflits gelés. On sait commencer une guerre, on ne sait pas la terminer. Et M. Benjamin Netanyahou pourra diriger le Gaza. Cela ne changera rien. Il continuera à avoir des attaques terroristes. Les Israéliens continueront à vivre dans la peur. Il faut sortir de cela. La deuxième raison pour laquelle c'est la guerre d'hier, c'est que la guerre contre le terrorisme n'a jamais été gagnée nulle part. Et quand Joe Biden, avec courage, dit à Benjamin Netanyahou qu'il faut tirer les leçons de l'expérience et que les Américains se sont trompés à partir de 2001 en rentrant dans cet engrenage de la force. La force n'est pas la réponse, une fois de plus. La vengeance n'est pas la réponse. La réponse, c'est la justice. Et ça, tous les peuples du monde, tous ceux qui aujourd'hui regardent ce qui se passe, en appellent à la justice. Et mais il y a une objection qui peut vous être faite, Dominique de Villepin. Nous sommes, nous, également en train de perdre cette guerre, car ne négligeons pas le fait que ce qui se passe en Ukraine, Ukraine va payer les conséquences aussi de ce qui se passe en Orient. Mais permettez-moi de terminer ce que je dis. Pourquoi ? Parce que le deux poids deux mesures trouve sa parfaite illustration aujourd'hui entre ce que défend l'Occident et ce que nous faisons aujourd'hui au Proche-Orient. C'est-à-dire ? Non-respect du droit international, non-mobilisation face au massacre des populations civiles. Aujourd'hui, c'est un devoir. Et c'est aussi notre intérêt, comme c'est le devoir d'Israël et comme c'est l'intérêt d'Israël. Un État démocratique, permettez-moi de le dire, Albert Camus disait, un homme, ça s'empêche de commettre l'irréparable. Eh bien, un État, ça s'empêche aussi. Et un État démocratique, ça s'empêche encore plus. Donc ce serait un service à rendre aux Israéliens donc que de je leur le dire dis, fermement Benjamin Netanyahou est engagé dans dans une politique qui n'a pas pour but de mettre fin à ce conflit et qui provoquera encore plus d'insécurité pour les Israéliens. Pardon, vous savez, permettez-moi de dire d'où je parle. Permettez-moi de dire d'où je parle. En 2003, quand j'ai parlé à la tribune des Nations Unies, quand je me suis engagé avec Jacques Chirac pour défendre une position contre la guerre parce qu'il y avait une autre solution. Qui était en 2003 l'ami des Américains ? Est-ce que c'était Tony Blair ? Est-ce que c'était le dirigeant portugais, le dirigeant italien, le dirigeant espagnol ? C'était la France. Aujourd'hui, quand je dis ça, je le dis en tant qu'ami d'Israël. Et vous savez, il faut un certain courage aujourd'hui pour aller contre cet esprit moutonnier qui est incapable de regarder la réalité du terrain en face. C'est pas la même chose qu'en 2003. La géopolitique a changé. Mais justement, elle a changé en pire. Et Israël se sent en danger. Eh bien, pourquoi elle a... Eh bien, voilà, vous venez de parler et de démontrer ce que je veux dire. Après 2003, qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est le grand vainqueur des interventions américaines au Proche-Orient ? C'est l'Iran. Et vous voulez... Là, Israël fait la politique aujourd'hui, qui sert les intérêts les plus destructeurs de cette région. Et c'est ce qui peut conduire à l'extension du conflit. La politique de force appelle une réponse de force. Mais le chef du Hezbollah a pris la parole vendredi, et lui, il n'a pas appelé à prendre les armes. Ça, c'est plutôt rassurant dans le contexte ou pas ? Parce que Nasrallah
Hassan Nasrallah regarde aujourd'hui ce qui se passe et que chacun dose et que l'Iran a parfaitement compris qu'il ne devait pas franchir une certaine ligne rouge au risque de mettre en péril la situation de son État, sachant que sa population ne veut pas de la guerre et sachant qu'il conduit un programme nucléaire qui va sans doute tout changer dans cette région. Parce qu'une des conséquences de ce qui se passe depuis 2003, c'est que la prolifération va redoubler dans cette région. La première leçon que vous tirez quand vous êtes un chef d'État du Moyen-Orient, c'est qu'on est bien mieux protégé quand on a la bombe atomique. Et donc, ils vont tous suivre. Si nous voulons arrêter cela, il faut reprendre les choses là où nous les avons laissées. Il faut arrêter cet engrenage de la force et de la vengeance. Il faut travailler pour apporter une réponse de justice. Et il faut faire en sorte que justement chacun de ces États puisse se développer. Il y a eu l'illusion des accords d'Abraham. On a cru qu'il suffisait de nouer des accords économiques et technologiques pour que tout le monde dans la région oublie la question palestinienne. Avec Israël et les pays arabes. C'est l'accord, effectivement, avec le Maroc, Bahreïn, etc. Mais les peuples ont de la mémoire. Et les États peuvent se moquer de l'injustice, pas les peuples. Et c'est donc là où nous devons faire en sorte de rétablir l'ordre des choses. Et croyez-moi, je pense à cet instant à tous ces Israéliens qui vivent dans la peur. Et je pense de la même façon à la communauté juive de France qui vit dans la peur et pour qui le 7 octobre tout a changé, ramenant ce risque existentiel qu'ils ont connu tout au long de notre histoire au quotidien. Eh bien, si l'on veut prendre en compte les choses, il faut avoir le courage de se coltiner avec l'histoire. Mais il ne faut pas être simplement un dirigeant. Il y a aussi une psychologie dans les peuples et beaucoup de choses de ce que vous dites, notamment le fait que vous parlez en ami des Israéliens. Il y a beaucoup d'Israéliens qui ne considèrent pas, quand vous tenez le discours que vous tenez aujourd'hui... Mais les Américains en 2003 ne considéraient pas que j'étais un ami des États-Unis. Et pourtant, nous étions les meilleurs amis des États-Unis en 2003. Et aujourd'hui, je le dis aux Israéliens, ce que je dis, d'où je le dis en amitié. Et malheureusement, si nous continuons comme ça, dans 2 ans, dans 3 ans, vous me réinviterez pour me dire « Ah, vous aviez raison, en 2023 comme en 2003 ». Pourquoi ? Parce que c'est la dynamique des forces, c'est la dynamique des forces historiques. Et qu'à certains moments, il faut du courage. Rabin a eu ce courage. La France manque de courage en ce moment, quand elle n'appelle pas... Je ne dis pas ça. La France a pris des initiatives, elle a une réunion le 9 octobre, La France essaye de gérer ce dossier d'une extrême complexité en se positionnant. Moi, je parle avec plus de liberté que ne peut le faire la France sur la scène internationale aujourd'hui. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, la direction qu'il faut suivre, c'est d'empêcher Benjamin Netanyahou de continuer sa logique suicidaire qui fera d'Israël un État assiégé. Ils peuvent assiéger Gaza. Ils seront assiégés. Et il ne faut pas croire que demain, on reprendra avec l'Arabie Saoudite, avec les États arabes, une petite parole tranquille qui normalisera la situation. Non. Les blessures de l'histoire se réveillent. Dominique de Villepin est avec nous jusqu'à 9h. On vous retrouve dans 1 minute juste après le fil info. 8h52. Oh, ils font chier avec ce fil info. On était bien là. Du Hamas éliminé. C'est ce qui permet justement, avec des garants, d'arriver à gérer ce territoire du Hamas le jour d'après. Le jour d'après, on va se retrouver avec un territoire de Gaza qui sera complètement détruit, sans aucune forme d'administration civile, sans personne pour le gérer. Je pense que la meilleure stratégie, c'est d'avoir une administration internationale qui peut être arabe ou en partie arabe et en partie des membres de la communauté internationale, sous l'égide de l'ONU, qui fera quoi ? Qui fera 2 choses. D'abord, remettre en état de marche et répondre aux besoins de la population civile. Deuxièmement, faire en sorte d'éliminer, de démilitariser ce territoire, faire en sorte éventuellement d'exfiltrer un certain nombre de membres du Hamas sous l'égide de pays comme l'Iran, comme la Russie, tous les soutiens aujourd'hui d'Hamas, de façon à pouvoir rentrer dans une logique de paix civile dans ce territoire. Mais il y en a plein parmi ceux qui nous écoutent qui doivent se dire mais sa solution elle est totalement utopique. Mais quand on voit comment les pays occidentaux comme arabes réagissent aujourd'hui avec frilosité... Mais vous avez raison. Mais la paix est toujours utopique. Mais je le dis aujourd'hui, il y a une raison d'y croire. C'est que tant que nous n'aurons pas fait cela, qui est difficile, eh bien, Israël ne vivra pas en sécurité. Et nous ne vivrons pas non plus en sécurité. Il faut bien voir que ce conflit accélère cette guerre menée aujourd'hui par Israël là-bas, en réponse au 7 octobre, elle accélère la polarisation du monde, elle accélère l'antagonisme
entre l'Occident et les restes du monde. Et nous avons besoin aujourd'hui de bâtir des passerelles. C'est pour ça qu'il faut travailler avec tous les États. Aujourd'hui, nous avons besoin de la Chine qui émet un certain nombre de propositions en matière de paix. Nous avons besoin de tous les pays du Sud global pour essayer... Le risque, c'est quoi pour l'Occident ? Mais le risque aujourd'hui, c'est de nous retrouver en accusation sur l'international un peu plus et avec de nouveaux fronts qui vont s'ouvrir. Y compris chez nous, avec une importation du conflit. Quand nous étions au milieu de la guerre d'Ukraine, il y a un an, j'ai levé le doigt en disant « mais que fera-t-on quand un deuxième front s'ouvrira ?» Et aujourd'hui, je vous le dis, et que fera-t-on s'il y a un troisième front? Malheureusement, dans le gouvernement extrémiste de Benjamin Netanyahou, il y en a qui souhaitent aujourd'hui l'élargissement de cette guerre. Et nous nous retrouverons alors non seulement avec un Moyen-Orient enflammé, mais avec d'autres conflits qui dépasseront et de loin toutes les capacités que nous aurons à apporter des réponses. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est la montée de l'antisémitisme en France. Et c'est pour cela qu'il faut que nous mesurions la mémoire douloureuse que nous avons, à la fois pour la communauté juive, bien sûr, et la façon dont la politique de collaboration de Vichy a été menée, la mémoire douloureuse du côté de la communauté arabe et musulmane à partir de l'expérience de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Nous savons qu'il faut aujourd'hui rapprocher. Nous devons trouver les moyens de nous unir. Et notre chance, c'est d'avoir justement une diplomatie qui nous rassemble sur un objectif à deux têtes. Travailler pour la paix, travailler pour la justice. Ceci nous rassemble. Et ceci doit faire en sorte que tous en France, juifs, membres de la communauté arabe ou musulmane, tous, nous nous rassemblions pour essayer d'apporter notre contribution en donnant l'exemple sur notre propre territoire que nous pouvons vivre ensemble. C'est cela qu'il faut montrer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les Israéliens l'ont compris. Ils ne peuvent plus vivre avec les Palestiniens. Il faut donc une politique de séparation. Et la politique de séparation, elle doit être digne, c'est-à-dire qu'elle doit conférer aux Palestiniens un État où ils pourront vivre, et pas un État en forme de pôle léopard, comme aujourd'hui la Cisjordanie, un État viable, un État véritable, qui pourra se construire, et qui sera d'autant plus en paix. Ça veut dire que les colonies en Cisjordanie doivent être retirées? Eh bien, quand nous avons quitté l'Algérie, il y a 1 million de Français qui sont partis d'Algérie. Aujourd'hui, il y a 500 000 Israéliens qui colonisent la Cisjordanie, et il y en a 200 000 qui sont à Jérusalem. Ils doivent quitter la Cisjordanie. Eh oui, eh oui, c'est l'histoire, c'est la responsabilité, c'est le prix, je vous le dis solennellement, c'est le prix de la sécurité pour Israël. Et tous ceux qui, aujourd'hui, considèrent que ce ne sera jamais suffisant, eh bien, font la politique du pire. Merci beaucoup. Carré, propre, efficace. Non, franchement, je trouve ça très intéressant. C'est un son de cloche qui est mesuré, qui me semble beaucoup moins partisan. Alors, il y a des points de discussion, bien évidemment, mais je trouve ça très intéressant. Alors, pour contrebalancer, avant de vous laisser, les amis, parce qu'il y a la farce tranquille qui arrive à 18h, on a quand même eu une critique de Abnous Chalmani sur i24 News, qui a critiqué De Villepin, parce qu'en fait, c'était pas bien, finalement. Ouais. Je lisais Frédéric Ancet tout à l'heure dans une excellente tribune dans le Figaro qui disait « Attention, le Hamas n'est pas allé plus loin, il est allé ailleurs. » Et cet ailleurs renvoie au Einsatzgruppen, renvoie au pogrom. Et tant que nous n'avons pas intégré ça, nous sommes incapables ici d'analyser la réaction militaire israélienne là-bas. Et ça commence à prendre des proportions un peu délirantes ici. Parce que comme si maintenant le 7 octobre était passé et qu'il n'existait plus que des bombardements. Bon, excusez-moi, j'ai entendu Dominique de Villepin se déchirer comme une passionnariat dans un moment quasi hystérique, vraiment. Et c'est un homme, donc je crois que j'ai le droit de dire quasi hystérique, où il nous parlait de massacre et il nous expliquait que rien ne justifie, qu'il ne fallait pas bombarder, alors que des militaires nous expliquent qui sont pas du tout, qui sont dans une espèce de neutralité extraordinaire, que bombarder c'était éviter plus de morts dans les rangs de Tsahal, pardon, qu'une armée n'ait pas envie d'envoyer ces jeunes hommes de 20 ans à la mort. Ça fait partie, et ils vont le faire. Il y en a déjà une trentaine qui sont morts. Il y en a une trentaine qui sont morts. Et c'est ça qui est incroyable. Le pays est prêt à donner ses enfants pour ça. Tactiquement, et je crois que tous les militaires sont d'accord pour dire Israël est quand même le seul pays pour dire avant et laisser quasi 10 jours en disant évacuer le nord. Et je me souviens au début, on disait
impossible que 1 200 000 personnes puissent quitter Gaza City et le Nord. Il y a un peu plus d'1 million qui sont partis. Donc c'est possible. On voit bien que l'aide humanitaire arrive. Voilà, donc c'est hystérique, je l'avais pas vu. Et ce qui, bon, je dois vous avouer, pour moi, ça valide les propos de Dominique de Villepin. Il y a Manuel Valls aussi, qui lui a chié dessus. Ouais, il était pas content, Manuel Valls. Vous savez, il y a une belle attitude ici, j'en dis un mot. C'est-à-dire, nous soutenons les Ukrainiens, mais c'est eux qui se font trouer la peau pour la paix. Là-bas, enfin pour résister face aux Russes. Et les Israéliens sont en train de lutter contre une organisation islamiste qui a déclaré la guerre aux Juifs, aux chrétiens, à l'Occident et à nous-mêmes. Ils ont tué, bon sang, ils ont tué 40 de nos compatriotes. Et ici, il y a des gens qui disent, il faut en finir avec le Hamas, mais il faut le faire de telle ou telle manière. Non. C'est Dominique de Villepin, de ce point de vue-là, se trompe et je ne suis pas d'accord avec lui. Je n'ai jamais soutenu le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et je pense qu'il s'est trompé lourdement. Mais aujourd'hui, tout le peuple d'Israël est rassemblé pour en finir avec le Hamas. Voilà, c'est cette étape-là. Après, j'espère qu'avec un nouveau gouvernement en Israël, une nouvelle coalition, avec un nouveau dialogue avec les Palestiniens, on trouvera les solutions. Je l'espère de tout mon cœur. Voilà, donc si tu veux, quand pour moi, tu te fais tomber dessus par Manuel Valls, c'est bon signe. C'est bon signe, avec une argumentation qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça, les amis, on va finir cette émission sur ça. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Ça, c'est le plus important, qu'on garde la banane, quoi qu'il arrive. Je vous laisse tranquille, rendez-vous pour la farce tranquille, je vous mets le lien dans le chat, les copains. Voilà, rendez-vous à 18h, le temps d'aller faire pipi, de se prendre une bière ou un thé matcha. Et puis c'est reparti pour la farce tranquille, les copains. Merci à vous d'avoir été là, toujours plus nombreux, ça c'est chouette comme tout. Et on se retrouve demain pour le Juste Bistrot. Le Juste Bistrot évidemment, et vendredi, vidéo exceptionnelle sur Elon Musk. Il y aura la première dès ce soir. Je vous embrasse, merci à vous les amis, rendez-vous demain. Prenez soin de vous, vive la rigolade, vive la France.